bakenyezi bashinga ntahe barundi twese ibidukikije nibwo buzima bwacu niwavyirengagiza vyovyo ntibizokwirengagiza. Ikiganiro twiteye ibidukikije mugitegurirwa na Radio Kazoza FM ifadikanije na Communities of Hope COH mu mfunyapfunyo. Bienvenue encore une fois, chers auditeurs et auditrices de la radio Kazoza FM. C'est votre émission Twitter Ibidukikije, une émission qui traite des questions écologiques et environnementales, une émission de débat qui donne la parole aux différents partenaires, la population, les organes étatiques ainsi que les différents analystes pour décortiquer l'état des lieux de la protection de l'environnement au Burundi et dans le monde entier. Le parc naturel de la Kibira, comme on le dit toujours, qu'on est un passé unique sur le plan historique et culturel, ce qui suscite des fois même des recherches anthropologiques et historiques pour découvrir sa place dans le choix, dans l'histoire de notre pays, mais aussi sur le plan culturel. Aujourd'hui, l'émission Twitter Ibidukikije va porter sur son apport touristique, notamment dans le domaine de la culture. Alors aujourd'hui, nous sommes avec une invitée, c'est pas la première fois qu'elle participe dans cette émission. C'est Frilo Joya. Voilà, Joy. Elle représente l'ONG Kids of Katiopa, oui. Donc on a abrégé en Kioka. Voilà, Kioka, voilà. C'est un plaisir, encore une fois, de vous recevoir dans notre émission. Merci pour l'invitation. Voilà. À la présentation, c'est Ale Muhigwe, mais je suis encore avec... Christane Lanimona. Voilà, à la cabine technique, c'est Léandre qui va assurer la mise en onde, mais aussi nous sommes avec Liesaki Manassé Animage qui va faciliter la diffusion sur nos plateformes digitales. Bienvenue encore. Aujourd'hui, c'est en langue française. Vous allez peut-être nous excuser pour ceux qui ne vont pas peut-être avoir quelque chose qu'ils vont entendre. Peut-être c'est pour élargir peut-être l'auditorat de notre émission. Voilà, après une petite après une petite pause, on va entrer dans le vif du sujet. Peut-être on va commencer par pourquoi l'ONG Kids of Katiopa dans le domaine culturel aussi, dans les projets qui intéressent la Kibira. Voilà. Peut-être on va commencer par la présentation de l'ONG Kids of Katiopa. Peut-être que ça intervient dans quel domaine avant peut-être d'interférer dans le domaine de la culture, peut-être au sein du parc naturel de la Kibira. Oui, donc on n'a pas encore le statut d'ONG, on est une entreprise culturelle. Kids of Katiopa. Katiopa, en fait, c'est un nom très très ancien qu'on donnait avant à tout le royaume Congo et à toute la région. Donc voilà, les enfants de Katiopa, on a résumé ça en Kioka. Ce n'est qu'après qu'on a appris que Kioka, ça voulait dire aussi un petit serpent. Voilà. Mais un grand. Hein. Un grand serpent. Ah, moi on avait dit un petit. Donc moi je suis moi-même artiste. J'habitais avant en Belgique. J'ai des origines burundaises et ça fait maintenant donc 3 ans que j'ai décidé de revenir m'installer au Burundi. Mon mari également travaillait dans le secteur, qui est burundais, qui a grandi au Burundi, travaillait dans le secteur culturel en Belgique. Il a été artiste aussi. Donc on avait vraiment la volonté de s'inscrire dans le paysage culturel au Burundi, de pouvoir mener des activités et voilà, il y a différents projets qui font appel à nous pour animer des ateliers, pour créer des expositions et on a eu la chance de pouvoir rejoindre la coalition des associations qui travaillent avec COH pour la préservation de la Kibira. Donc la plupart des associations, elles œuvrent dans la protection de l'environnement, dans le développement d'AGR, d'activités donc génératrices de revenus pour les populations. Et nous, notre originalité, c'est qu'on est vraiment plus sur le secteur culturel parce que, comme vous savez, la forêt de la Kibira, c'est pas seulement une forêt. Il y a sa biodiversité, il y a toutes ces choses qui sont très importantes, la reforestation, mais c'est aussi une forêt qui est considérée comme sacrée et qui donc a une histoire particulière.
On peut y trouver beaucoup d'endroits dans lesquels on pratiquait des rituels, où il y a des croyances qui sont associées à ces endroits. Il y a vraiment toute une histoire, il y a les tombeaux royaux, il y a plein de choses. Moi, je connaissais très peu et c'est vraiment au fur et à mesure de notre travail qu'on a pu découvrir. Et donc, si la forêt disparaît, il y a aussi tout ce patrimoine culturel, toute cette histoire-là qui va disparaître aussi. Et c'est vraiment une chance pour moi puisque, comme j'ai dit, j'ai des origines burundaises, mais je connaissais très peu. Et donc, en même temps que moi, je découvre tout ça, j'essaye de le rendre accessible pour toutes les personnes que ça intéresse. Voilà. Peut-être pour y entrer directement, pourquoi vous avez fait le choix peut-être d'intégrer ce consortium peut-être qui des fois généralement d'ailleurs qui crée de la protection. Est-ce qu'il y avait cet impératif de voir que si on ne protège pas cette forêt, même aussi son patrimoine culturel va peut-être un jour disparaître? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a vraiment une urgence là-dessus et on peut le voir quand on voit, si on observe juste même en une centaine d'années, le territoire de la Kibera s'est fortement réduit, la biodiversité, il y a plein d'animaux qui ont disparu, etc. Donc il y a une urgence là-dessus et la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Même dans ma pratique artistique, j'avais déjà fait des projets qui étaient liés à la protection de l'environnement, à l'écologie. C'est des sujets qui me touchent particulièrement. Voilà, je pense qu'en tant que citoyen et puis en tant que maman, on se dit toujours qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants après. Il y a déjà tellement de choses qui disparaissent. Il faut qu'on conserve ça parce que ça fait partie de l'histoire et du patrimoine. Donc c'était déjà un sujet qui m'intéressait énormément et de pouvoir lier ça avec la culture, c'est vraiment rejoindre deux choses qui me passionnent et les relier parce que pour protéger la forêt, il faut avoir conscience des enjeux écologiques et environnementaux, mais aussi se rendre compte que c'est une partie de notre histoire et avoir envie de préserver cette histoire, de pouvoir aller visiter les lieux, de pouvoir apprendre des choses sur le passé du Burundi. Oui, Madame Joya, pourquoi la Kiwira? En quoi est-ce que la forêt de la Kiwira est différente des autres forêts? La forêt de la Kibera était vraiment considérée comme sacrée puisqu'on disait que c'était la demeure d'Imana, donc la maison de Dieu. C'est vraiment considéré comme... Il y a des endroits qui étaient vraiment des lieux sacrés et où on nous a dit quand on est venu les visiter que avant la colonisation, il y a des gens qui venaient du Rwanda, du Congo, par exemple les grottes Inangurire, c'est comme une cathédrale en fait aujourd'hui où les gens venaient pratiquer des rituels et pratiquer leurs croyances. Donc c'est un endroit qui est vraiment particulier. C'est pas juste une forêt, c'est une forêt qui a une histoire qui est vraiment très impressionnante. C'est là aussi qu'on prenait les arbres pour fabriquer le tambour royal, le tambour sacré. Donc au plus on creuse, au plus on découvre des choses. Et malheureusement, il y a beaucoup de ces choses qui ne sont pas forcément connues par les Burundais, et encore moins quand on vient de l'étranger ou les gens qui ont grandi à l'étranger ou dans la diaspora, mais même par les Burundais locaux ou par ceux qui ont grandi à Bujumbura. Il y a plein de causes à ça. Évidemment, il y a la colonisation, il y a l'évangélisation qui ont fait qu'on s'est coupé des croyances ancestrales, mais il y a aussi les périodes de crise où la Kibera était vraiment vue comme un endroit dangereux où on ne pouvait pas aller mettre les pieds parce que il y avait vraiment des risques. Et ce qui est génial, c'est que pour le moment, on est vraiment dans une période de paix et donc il y a beaucoup d'endroits où on peut aller se balader en toute sécurité, notamment la zone où on travaille, le secteur Guegura, où nous on y va très régulièrement. En plus, il y a une base militaire qui est proche du site là où on travaille et donc on peut se balader dans la forêt, on peut reprendre des activités touristiques en toute sécurité. Donc nous, on a vraiment envie d'amener ce changement-là de mentalité et de dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où la Kibera est un endroit vraiment sécurisé, où on peut se permettre de se rendre et de visiter et d'apprendre des choses. Alors, en quoi cette forêt ou bien ce parc peut constituer alors une potentialité touristique? Est-ce que c'est bien conservé? Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile peut-être d'avoir ces détenteurs de ces informations? Quand vous avez fait des recherches, c'était facile peut-être d'avoir ces informateurs guides qui peuvent
révéler les secrets de donc on s'est rendu compte au départ que c'est pas toujours facile. Les toutes premières fois où on s'est rendu, parfois c'était juste un militaire qui était là et qui nous faisait faire un tour, mais il ne connaissait pas forcément, il n'avait pas forcément les informations. Petit à petit, on a commencé à découvrir des personnes qui vraiment connaissent bien la forêt, notamment parmi les éco-gardes. Mais c'est justement une des dimensions sur lesquelles nous on veut travailler, c'est de former les guides en Kirundi, en français, peut-être même en anglais, pour que vraiment il y ait une qualité dans la présentation, et que ce soit des gens qui puissent vraiment répondre aux questions, présenter les lieux, leur histoire, et pas juste faire une balade dans la forêt, mais vraiment amener des informations. Et petit à petit, on découvre ces personnes-là qui connaissent encore très très bien. On s'est rendu compte aussi vraiment que il y a certains lieux, c'est vraiment les Batois qui vivent là à proximité, qui les préservent, qui ont la connaissance de leur histoire et qui sont très enthousiastes et très heureux quand il y a des gens qui viennent de pouvoir partager. Ils vont vous montrer les chants et les danses qui sont vraiment associés à certains endroits et à certains rituels. Parce que je sais que quand j'avais fait des vidéos, il y a d'autres Burundais qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai jamais entendu ce type de chant-là, j'ai jamais vu ces choses-là. » Et c'est vraiment eux qui sont les détenteurs, et on voit que ça leur tient beaucoup à cœur. Donc ça a été une très belle découverte aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que les Batois sont ceux qui nuisent à la forêt, parce que historiquement, ils vont dans la forêt pour aller chercher certaines ressources. Mais en fait, ce sont aussi les protecteurs de la forêt. Et ça, il faut pas oublier de le dire, notamment sur ces questions-là de patrimoine culturel, de croyances ancestrales. C'est eux qui vraiment connaissent, se souviennent et peuvent dire voilà, le rituel se pratiquait comme ça. À partir de cet endroit-ci, on rentre dans un territoire qui est sacré, donc il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est vraiment très intéressant, et on se rend compte que c'est eux qui gardent toute cette mémoire-là. Oui. C'était aussi ma question. Est-ce que vous trouvez que les communautés riveraines du parc de la Kiwira accorde la valeur culturelle à ce parc comme il se doit? Oui, vraiment, je pense que malheureusement, il y a des choses qui se perdent, et donc il faut essayer de revaloriser ça et de leur montrer que leurs connaissances ont de la valeur, sont importantes, parce que parfois, ça peut même être mal vu. Par exemple, il y a des villages où on est allé de Batois où ils nous disent « Ah, nous, on n'utilise aucune plante qui vient de la forêt, aucune plante médicinale, parce que ça a été associé à la sorcellerie, et donc ils ont peur qu'on les pointe du doigt en disant qu'ils ont des pratiques de sorcellerie. » Alors qu'en fait, même scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a une richesse énorme dans cette pharmacopée, qu'il y a beaucoup de plantes qui guérissent vraiment les maladies, qui permettent de soigner. Il y a même des chercheurs maintenant qui s'intéressent à ça, et quand vous vous baladez dans la forêt avec quelqu'un qui connaît bien ça, c'est impressionnant, parce qu'il va vous dire « Ah, cette plante-là, ça soigne ça, cette plante-là, ça soigne ça. » C'est comme se promener dans une pharmacie pour les gens qui connaissent bien les plantes. Donc ça, par exemple, c'est une des choses qu'on voudrait vraiment revaloriser, et notamment, par exemple, créer des pépinières avec les plantes médicinales où les gens peuvent venir se former, apprendre, et où ils peuvent aussi venir chercher des plantes sans être obligés d'aller les enlever dans la forêt. Mais donc vraiment de leur dire voilà, ces connaissances-là, en fait, elles sont riches et elles sont importantes, et ce n'est pas parce qu'à certains moments ça a été associé à des choses négatives qu'on doit complètement les laisser de côté, parce que ça a mis des millénaires en fait pour construire ce savoir-là, et pour savoir que telle plante avec tel dosage, ça permet de faire ça. Si on balaye tout ça, c'est vraiment très très triste que ça puisse disparaître. Donc il faut vraiment, je pense, revaloriser et se rendre compte que c'est de la culture et c'est du patrimoine. Donc on peut connaître ces choses, ça n'empêche pas d'être chrétien ou d'avoir d'autres pratiques à côté, mais juste de se dire ah, nos ancêtres, ils pensaient comme ça, ils pratiquaient comme ça. Donc c'est de la connaissance. Et il faut, je pense, vraiment leur dire que ces connaissances-là, elles sont importantes, et montrer qu'il y a des gens que ça intéresse. Il y a une question peut-être, vous avez peut-être rejoint cette construction avec d'autres associations que vous travaillez en connivence, et peut-être en plus travaillent dans le domaine des AGR, la protection de l'environnement, peut-être la reforestation. Pour vous particulièrement, vous avez déjà décidé dans le domaine culturel, en quoi alors va consister votre agenda dans ce long voyage? Donc ce qu'on a commencé par faire pendant
au moins 6 mois, c'était uniquement du collectage d'informations parce qu'on s'est dit il faut d'abord aller chercher tout ce savoir. Il y a quelques personnes qui nous ont donné des informations, mais il fallait rassembler tout ça. Donc, on a interrogé autant des experts ici à Bujumbura, des éco-gardes, et puis des locaux, des populations riveraines de la forêt, des gens qui connaissent bien la forêt. On a mené beaucoup d'interviews. On a tout filmé et enregistré. Donc, ça, c'est bien parce qu'il y a des vidéos qui vont commencer à sortir petit à petit pour montrer voilà, ces rencontres qu'on a fait avec les gardiens de la forêt. Et donc, une fois qu'on a accumulé toute cette matière, maintenant, on est dans la phase de diffusion et de partage. Donc on a plusieurs activités. On a eu un partenariat par exemple avec Bibliothèques sans frontières où on a créé 3 bandes dessinées à partir des contes qu'on a pu collecter. Il y a notamment la conteuse Marie-Louise Sibazuri. Voilà. Même si elle n'est plus présente au Burundi, elle a encore beaucoup de contes avec elle. Et elle nous a partagé vraiment des contes qu'elle avait pu collecter qui sont liés à la forêt de la Kibira. Il y en a d'autres qu'on a eu pendant le collectage. Et donc Bibliothèques sans frontières va diffuser ces bandes dessinées-là auprès des enfants et des groupes où ils ont des activités à l'intérieur. Et nous-mêmes, on est aussi on est en discussion avec plusieurs maisons d'édition pour pouvoir les publier et les partager. Idéalement, si on reçoit des budgets, on voudrait donc les imprimer et les distribuer par exemple à toutes les écoles qui sont riveraines de la forêt pour que les enfants se réapproprient ces histoires-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes plus âgées qui connaissent ces contes, qui connaissent les chansons qui sont associées, mais dans les plus jeunes, on les connaît pas toujours. Il n'y a pas assez de transmission. Oui, et c'est vraiment c'est drôle parce que vraiment ça passionne les enfants. Ils adorent, ils écoutent ça. Moi-même, je le vois avec mes enfants. C'est des histoires qui sont très très captivantes et avec les bandes dessinées qui sont très bien illustrées. Vraiment, ils rentrent dans l'histoire. On a profité aussi de ces contes qui attirent l'attention des gens pour créer des après-midi de contes. Donc, on en a déjà fait 2 dans les villages de Muchiro. Muchiro, c'est un village de Batwa et de Mfunda. Et donc, il y a une conteuse qui va sur place avec une animatrice qui, elle, s'occupe plus des questions d'écologie et on mélange les deux. Donc, on raconte un conte et puis on fait de la sensibilisation à des thématiques liées à l'écologie. On explique le cycle de l'eau parce que, par exemple, il y a peu de gens qui se rendent compte que la plupart, presque toutes les rivières du Burundi prennent leur source dans la Kibera. Donc, si demain, il n'y a plus de Kibera, c'est un problème d'approvisionnement en eau pour tout le pays et d'inondation aussi, etc., qui va se répercuter. Pareil pour la fabrication de l'oxygène par les arbres, etc. C'est tout des choses qu'on explique avec des mots simples pour que même les enfants puissent comprendre ça. L'importance, voilà, de replanter, de pas seulement venir prendre, mais de toujours renouveler, parce que l'objectif, ce n'est pas de couper la Kibera de la population et de la fermer pour que plus personne ne puisse rentrer dans la Kibera. Historiquement, la Kibera, ça a toujours été un endroit où les gens venaient, où les gens circulaient pour cueillir, pour chasser. Bon, aujourd'hui, on peut plus chasser, évidemment, mais ça serait dommage de complètement fermer ça. Et de toute façon, vu la superficie de la forêt, ça serait même pas possible. On peut pas dire on va mettre un fil barbelé et puis on va bloquer l'accès. Voilà, c'est pas possible. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt vraiment créer un rapport avec la population où on comprend que la Kibera nous donne des choses, mais on doit aussi rendre à la forêt. Et donc, on doit replanter au fur et à mesure, etc. Ou créer des endroits, par exemple, on crée en bordure de forêt des plantations de bambou pour que les gens viennent chercher le bambou là plutôt que d'aller plus loin dans la forêt et déforester. Donc voilà, il y a les soirées de contes, il y a les bandes dessinées. On va enregistrer des émissions aussi en Kirundi parce qu'aujourd'hui on est en français, mais l'objectif c'est vraiment que ce soit les Burundais qui aient accès à tout ça. Donc il y a des émissions de radio qui vont être enregistrées et chaque fois on mélange donc l'aspect culturel et l'aspect écologique. Il y aura chaque émission un conte traditionnel et puis la sensibilisation à l'écologie et aussi la présentation de lieux sacrés comme les sources Inyamuriri, Nyabihondo, les grottes Inangurire. Il y a les sources chaudes aussi, Kumahoro, c'est un très bel endroit, on a fait des bassins, voilà, où on peut aller se baigner, pour vraiment faire connaître tous ces endroits-là.
on a fait une exposition aussi qui présente ces endroits, qui présente aussi des personnages historiques qui sont liés à la Kibera, puisqu'il y a évidemment l'anti-roi Kirima, Machoncho, c'est toutes des histoires qui sont liées à la forêt, même le roi Mwezi Gisabo, avec cette phrase qui est célèbre où on lui proposait de brûler la Kibera, et il a dit c'est le lien entre le ciel et la terre, et ça serait la destruction du Burundi. Et on se rend compte que donc ces gens avaient vraiment une sagesse très profonde, parce que même d'un point de vue scientifique et écologique, ça se justifie. En effet, c'est ça qui permet l'approvisionnement en eau et en oxygène de tout le pays. Donc ils savaient qu'il fallait préserver à tout prix cet endroit. Donc voilà, l'exposition, elle se trouve, il y a un site en fait dans le secteur Guegura où on a fait des rénovations, et où nous on veut installer un centre culturel où on pourra créer des cours, des formations, des résidences pour les artistes. Et comme ça, on aimerait par exemple que des artistes même de Bujumbura puissent aller passer plusieurs jours là-bas dans la forêt, se balader, parler avec les guides, découvrir l'histoire et puis les enjeux écologiques et environnementaux, et que eux ils puissent s'inspirer aussi de ça dans leur création, qu'ils puissent avoir envie de faire des pièces de théâtre qui parlent de l'histoire de la Kibera ou des contes. Donc voilà, et pour la population locale aussi, qu'ils puissent venir suivre des cours de chant, de contes, etc. dans ce centre culturel. Pour le moment, le centre a été rénové, il est très très beau, et on attend simplement l'accès à l'eau et l'électricité. C'est encore des choses qui doivent être mises en place pour pouvoir commencer les activités sur place. Donc en fait, on a plein d'idées et de projets. Pour le moment, on était dans la phase pilote, donc les moyens sont limités aussi, et on espère vraiment pouvoir continuer dans les années à venir et développer à la fois cet aspect culturel et puis l'aspect touristique en formant des guides, et que ce site aussi dans la Guegura soit un centre d'accueil où les gens peuvent venir et on leur dit les différentes activités que vous pouvez faire. Ça dépend de si vous avez une demi-journée, si vous avez une journée complète, plusieurs jours, vous pouvez aller visiter ceci, vous pouvez voir cela, vous pouvez aller vous balader avec un guide, aller vous baigner dans les sources chaudes, et les gens choisissent un peu leur programme. Donc on fait plein de choses comme ça. On travaille aussi avec des artisans qui ont des techniques qui sont un peu novatrices, et on aimerait pouvoir former les artisans de la région là-bas. Par exemple, il y a une entreprise ici à Bujumbura qui s'appelle Kanderi, et qui fait tous des objets de décoration qui sont vraiment très beaux, surtout des lampes à partir des calebasses. Donc c'est vraiment très très beau. Et en fait, la dame qui gère ça, Karine, elle disait c'est incroyable parce que la calebasse qui est tellement quelque chose d'ancestral et d'emblématique au Burundi, on a du mal à en trouver aujourd'hui parce que les gens ne la cultivent plus. Donc par exemple là sur le site Guegura, on a créé une plantation de calebasses. Pour le moment, elles vont être vendues et exportées à Bujumbura, mais ce qu'on espère, c'est que plus tard ça puisse être directement transformé là-bas. Donc vraiment l'artisanat, le tourisme, la culture, c'est les trois axes sur lesquels on veut travailler et développer ce site qui a vraiment un gros potentiel, parce qu'il y avait déjà des constructions mais qui étaient abandonnées donc depuis les années 90 et qui ont été laissées complètement à l'abandon. Mais petit à petit ça s'est rénové et c'est vraiment un endroit très beau, très calme. Toutes les personnes qui vont là-bas tombent sous le charme vraiment de cet endroit. Rester peut-être. Une autre question, vous avez déjà parlé des potentialités touristiques. Aujourd'hui, c'est voire même la consommation du tourisme intérieur. C'est une grande question. On a une préoccupation pour les Burundais. C'est-à-dire, le tourisme ne va pas peut-être se développer tant que les Burundais ne s'approprient de leur histoire. Peut-être quel conseil ou bien peut-être quelle suggestion aux Burundais peut-être d'osent s'approprier de cette histoire, de cette richesse culturelle qui regorge la Kibera. Oui, je pense que le plus important, c'est d'abord de développer un tourisme local et un tourisme pour les Burundais avant de penser au tourisme international. En plus, ça ne sert à rien de développer un tourisme très fort et très rapide parce que ça risquerait justement d'emmener aussi des problèmes écologiques, de pollution des sites, de gens qui ne respecteraient pas certains endroits, etc. Donc c'est bien que ça se développe petit à petit et toujours en respect avec la forêt, en respect avec les lieux sacrés. Et je pense que voilà, si on leur explique ça, les Burundais peuvent très bien comprendre ça et comprendre que c'était des lieux qui étaient très importants pour nos ancêtres et qu'on ne peut pas venir faire n'importe quoi là-bas.
Donc nous, notre premier objectif, c'est vraiment de développer un tourisme local et même par exemple aussi de permettre aux écoles, on croit beaucoup que c'est les jeunes qu'il faut sensibiliser à toutes ces thématiques-là et à l'écologie. Parfois, quand on est déjà âgé, on a du mal à changer un peu sa mentalité. Alors qu'on voit que les enfants, quand on leur apporte quelque chose, et en plus qu'on leur apporte d'une manière qui est plaisante et qui est agréable, ils retiennent vraiment ça dans leur tête. Et parfois, c'est même eux qui vont aller éduquer leurs parents ou les personnes plus âgées pour leur dire non, il faut pas jeter les déchets ici, il faut pas faire cela. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel on croit de miser sur les jeunes et sur la jeunesse. Donc je pense que la première étape, ça sera de développer des circuits et des facilités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas parce qu'ils ne savent pas comment y aller, ils savent pas à qui s'adresser, ils savent pas pour avoir un programme intéressant, pour découvrir vraiment les choses, à qui ils peuvent s'adresser. Donc nous, c'est vraiment sur ça qu'on va travailler dans les prochains mois, c'est de pouvoir dire voilà, il y a des personnes à contacter, il y a un endroit où vous pouvez vous rendre, vous pouvez choisir votre programme et tout est facilité. Parce que nous, on s'est bien rendu compte les premières fois que c'était pas facile. On arrivait là-bas, on savait pas à qui s'adresser, on disait vous pouvez aller là-bas, il y a tel éco-garde, on lui téléphone, on va l'attendre pendant 2 heures, on sait pas. Donc il faut vraiment permettre ça, qu'il y ait une prise de contact, des gens qui facilitent et qui disent ok, vous venez tel jour à telle heure, il y aura un guide qui sera là pour vous accueillir et le circuit va être facilité. Donc on peut pas non plus reprocher aux gens de ne pas y aller quand ils ne savent même pas comment faire et à qui s'adresser. Et après bien sûr travailler avec les programmes touristiques qui existent déjà et qui se mettent en place de plus en plus au Burundi. On voit qu'il y a de plus en plus une envie des jeunes de développer le tourisme au Burundi et se mettre en contact avec eux et leur montrer qu'il y a une offre qui existe et qu'on est là pour répondre aux demandes des gens. Donc ça, c'est vraiment, je pense que d'ici déjà 6 mois, il y aura déjà une bonne amélioration là-dedans. Je sais pas si elle a une question. Oui. Vous avez mentionné deux communes dans lesquelles vous travaillez beaucoup plus, Muchiro et Mfunda. Est-ce que vous avez l'intention de travailler avec les autres? Donc, vous êtes juste focalisé sur les 2 communes? Non, bien sûr. En fait, pour le moment, comme j'ai dit, on est dans la phase pilote. Donc, on avait des moyens assez limités et on devait montrer quelle vision on peut déployer avec c'est un peu comme un petit test ou un petit laboratoire où on se dit, parce que le territoire recouvert par la Kibera est immense et ça concerne beaucoup de gens. Donc, plutôt que se disperser, d'aller dans toutes les directions et d'apporter un tout petit peu à tout le monde, on s'est dit on va prendre un territoire qui est restreint et on va concentrer tous nos efforts sur ce territoire-là. Donc à la fois les AGR où il y a des pépinières qui ont été créées, des plantations de champignons, de la reforestation, toutes les associations concentrent vraiment leurs efforts sur un petit territoire pour dire regardez, pour ces populations-là, on a réussi à créer un changement. Pour cette région-là, on a réussi à créer un développement touristique, culturel, des activités génératrices de revenus pour la population, il y a moins de déforestation et vraiment montrer qu'on peut avoir un effet et ainsi avoir des moyens supplémentaires et appliquer un peu le même programme, évidemment en prenant en compte, nous ça nous permet aussi de voir quelles erreurs ne pas faire. C'est comme dans tous les programmes, on essaye, parfois il y a des choses qui marchent très bien, parfois il y a d'autres choses on se dit ça il faut changer, il faut améliorer. C'est notre laboratoire et après on va pouvoir reproduire ça pour les autres villages riverains qui sont proches de la Kibera. Donc c'est pour ça que pour le moment c'est concentré, c'est une question de moyens avant tout et de faire nos preuves, de montrer de quoi on est capable, ce qu'on peut vraiment changer, apporter comme changement concret et après pouvoir le reproduire à d'autres endroits. Voilà, peut-être qu'on va observer une petite pause. On va à la cabine technique, vont nous balancer la chanson Kibera, peut-être qui nous remémore certains de sa richesse culturelle, mais aussi de son importance capitale du niveau écologique. C'est King Léandre qui assure toujours la mise en onde de cette émission.
n'ibinyabuzima kukugira biri mu mwizero natwe akama ya mbere nawe urumbirwa bakabibarirwa kibirakama 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 saguha kuremya dufashe tukurinde witunga rusange na mukerarugendo saguha kuremya dufashe tukurinde witunga rusange na mukerarugendo ninyi mutisha inji igihugu katabonetse gataho kamaro kamaze amazinda yemwe igihugu kigatera igomwe kibirakama 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 saguha kuremya dufashe tukurinde witunga rusange na mukerarugendo saguha kuremya dufashe tukurinde witunga rusange na mukerarugendo ewenga biracime ziteretse neza inyeze umutima nkakweza amaso mpara nditeka itekane ryawe ba mukerarugendo bashika n'ivyiza vyeze Burundi cishije muri wowe n'iterambere erega mfasha ngufashe ubumwe wifasha gusara dusarura ibizigama ikibira nkako kibiramwo inyungu ku gihugu vyumve twimirikanye babiri basumba umwe kibirakama kibirakama saguha kuremya dufashe tukurinde witunga rusange na mukerarugendo saguha kuremya dufashe tukurinde witunga rusange na mukerarugendo witagiza nawe uri mwiza n'akayaga kakura kavura uzira inzara mu nyamaso ziva imihingo zikakubera kibirakama 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 saguha kuremya dufashe tukurinde witunga rusange na mukerarugendo saguha kuremya dufashe tukurinde witunga rusange na mukerarugendo. Voilà, après cette pause musicale, on va continuer avec la deuxième partie de cette émission. Pour les gens qui nous prennent en route, c'est l'émission Tuta Bido Kikidje, une émission qui traite des questions écologiques et environnementales. Aujourd'hui, c'est sur le plan culturel. Nous traitons toujours le parc naturel de la Kiwira. On va continuer avec notre invité. Pour ceux qui nous prennent en route toujours, c'est notre invité, c'est Frilo Joya. Froli, voilà. Donc, Joya. On va garder Joya, c'est bien. Voilà, c'est ça. C'est l'invité qui nous sommes ensemble dans cette émission. On va continuer avec quelques questions. Aujourd'hui, nous savons que, comme je l'ai dit, ce ne sont pas les consommateurs de la localité locale, de Mfunda, de Muchiro, seulement qui vont peut-être contempler cette richesse, mais il y aura des autres personnes qui viendront peut-être des autres provinces, mais aussi de la capitale économique Bujumbura, mais aussi de l'extérieur du pays. Comment est-ce que vous êtes en train de planifier la sensibilisation, la manière dont ces personnes peuvent avoir ces informations sur tout ce qu'on est en train de parler? Oui, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, de rendre tout ça accessible aux Burundais, et aux Burundais au sens très large, puisque comme moi j'ai grandi en Belgique, j'ai beaucoup côtoyé les communautés burundaises par exemple, expatriées qui sont en Belgique, en France. C'est des jeunes avec lesquels j'ai grandi et qui ont vraiment à cœur aussi leur culture. Il y a des groupes de danse, il y a des tambourineurs. On voit vraiment qu'ils essaient de continuer à vivre à travers leur culture et à faire connaître leur culture là où ils vivent, et qui sont très intéressés par le fait de venir au Burundi et de pouvoir découvrir plus de choses sur l'histoire et le patrimoine. Donc pour le moment, la première chose sur laquelle on travaille, c'est des vidéos qui vont être diffusées sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Kioka. Et puis je pense que Kazoza fera aussi la promotion. C'est ça. Pour le moment, il y en a plusieurs qui sont en train on finalise le montage, parce que comme j'avais dit, quand on a fait le collectage, qu'on a visité les lieux sacrés, qu'on a interrogé les gens, on a tout filmé. Donc on a des heures et des heures d'interviews et de vidéos. On va pas partager toute la matière,
mais on sélectionne vraiment les passages qui sont les plus intéressants pour permettre comme une introduction à cette thématique-là. Et donc les vidéos vont sortir dans les prochains mois. Notre rêve, vraiment, ça serait de pouvoir faire un documentaire complet de 1 heure, 1 heure et demie, où vraiment on peut approfondir les choses, montrer des extraits beaucoup plus longs, présenter tous les enjeux. Ça demande des moyens. Donc justement, on espère qu'avec les petites vidéos, on pourra trouver des producteurs et des gens qui sont intéressés et de se dire ah waouh, là il y a un sujet qui est vraiment intéressant. Allons plus loin, surtout qu'on a déjà beaucoup de matière, donc ça nous permettrait de déjà pouvoir commencer vraiment du travail de montage au niveau d'un documentaire plus complet. Donc voilà, ça c'est une des choses. Après, évidemment, il y aura des sites internet, il y aura des pages, il y aura des endroits où, avec des numéros de téléphone, des adresses email, où on peut facilement contacter et dire voilà, nous on veut venir le week-end, telle date, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, et on organise ensemble. Mais si ça n'a pas encore été fait, c'est parce qu'on veut vraiment s'assurer que l'accueil sur le terrain soit d'abord au point, qu'on ait formé les gens qui vont faire l'accueil touristique, les guides, en Kirundi et en français. Donc ça, c'est vraiment le travail sur lequel on est pour le moment. Et je pense que d'ici déjà le mois de décembre, nous, c'est l'échéance qu'on s'est fixée. Il y aura déjà des personnes qui ont été formées, des circuits qui ont été mis en place, et les gens pourront facilement accéder à tout ça. Mais on se dit que c'est important que d'abord, on travaille sur la qualité pour que les gens qui viennent ne soient pas déçus, et que vraiment ils puissent se dire ah, j'ai vécu une expérience dont je me souviens, qui m'a marqué, j'ai appris des choses et je vais en parler aux autres pour les encourager à venir aussi. Donc c'est des choses qui se préparent vraiment en amont. Je parlais aussi du fait qu'il ne faut pas que ça ait un impact sur l'écologie, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi, par exemple sur le site là à Guegura, où on voudrait que ce soit l'accueil des touristes, qu'il y ait différentes poubelles, qu'il y ait du tri, qu'on explique bien aux gens que quand on se balade dans la forêt, il ne faut rien jeter, et pour ça il faut qu'on forme et qu'on sensibilise les gens qui sont sur place. Nous on ne sera pas là tout le temps sur place pour surveiller, donc il faut vraiment que les gens soient bien conscients de l'importance de tout ça. Donc on est vraiment en train de faire les étapes de préparation, et on est très enthousiaste. Je pense qu'on sera très heureux le jour où on pourra commencer à ouvrir tout ça et à dire voilà, maintenant on est prêt à accueillir les gens. Oui, ma question est celle-ci: comment faire pour que la symbiose entre l'homme et la culture de la Kibila s'impose, car on sait que c'est vrai qu'il y a une interdépendance, mais l'un peut vivre au dépend de l'autre. Donc comment faire pour que l'homme, donc peut-être ceux qui habitent à côté de la Kibila et cette culture en soi, il y ait une symbiose qui s'impose? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la question du respect, et c'est pour ça, je pense que quand on considère vraiment ce lieu comme sacré, on ne peut pas le détruire. C'est comme on ne va pas venir saccager une église parce qu'on considère que c'est un endroit qui est sacré. Il faut qu'il y ait le même respect envers la forêt, de se dire je n'ai pas le droit, moi en tant qu'homme, de venir détruire quelque chose qui a peut-être pris des siècles, des arbres qui ont mis tellement de temps à pousser. Il faut vraiment que développer ce respect-là et cette sacralité-là, et je pense que c'est pour ça que nos ancêtres savaient qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire ou ne pas faire, et qu'il fallait aussi renouveler. Si on prend quelque chose, on doit toujours le remettre après, pour ne pas détériorer l'endroit. Mais il y a vraiment, il y a de l'espoir aussi, parce qu'on peut voir même du côté rwandais, puisque la forêt continue au Rwanda, que quand on prend certaines mesures, les animaux reviennent, la biodiversité revient, et donc c'est quelque chose qui est possible à mettre en place. Ce n'est pas une cause perdue et désespérée. Après, l'autre chose, c'est que je pense que ça aidera beaucoup aussi si on voit la forêt comme une source de revenus, notamment par exemple au niveau touristique, au niveau culturel, où on se dit il y a des gens, des touristes, des gens qui viennent, qui font vivre l'économie locale, qui dépensent de l'argent ici. Ça permet à des artisans de vendre leur production, ça permet à des guides de travailler. Donc on ne va pas détruire l'endroit où on travaille. On en a besoin. Donc je pense que on peut créer vraiment cette interdépendance
interdépendance-là d'une manière qui est un peu plus spirituelle et d'une manière aussi, parce qu'il faut être réaliste, les gens ont besoin de vivre et de manger, et d'une manière aussi qui soit économique. Donc je pense que c'est vraiment sur ces deux aspects-là qu'il faut travailler et insister, et permettre aussi, comme on le fait avec les AGR, aux gens d'avoir d'autres sources de revenus, parce que s'ils n'ont rien d'autre, ils sont obligés d'aller chercher des ressources dans la forêt, alors que s'ils ont leur pépinière, s'ils ont leur plantation qui leur apporte de l'argent, ils n'ont plus forcément le besoin d'aller chercher les choses dans la forêt. On doit toujours proposer des solutions aux gens. On peut pas juste venir et dire ça c'est interdit, à partir d'aujourd'hui vous ne pouvez plus. Et parfois c'est comme ça que ça se passe. Il y a juste des sanctions, les gens sont battus même ou punis parce qu'ils vont chercher des choses dans la forêt. Mais si on les interroge, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de solution, ils ont des enfants à nourrir. Donc on peut pas se contenter de ça. Après je pense qu'il y a aussi un enjeu dont on parle moins mais qui est réel, c'est l'enjeu de la démographie. C'est que tant que la population grandit énormément, on va couper les arbres et abattre la forêt pour créer des plantations parce que les gens ont besoin de se nourrir. Donc ça c'est un aspect aussi, c'est pas celui sur lequel on travaille, mais je pense qu'à l'avenir c'est celui sur lequel certains devraient se concentrer, de voir comment on peut limiter un petit peu l'expansion démographique pour plutôt s'occuper des gens qui sont déjà là, des enfants qui sont déjà là. Si on voit Kayanza, c'est une province qui est extrêmement peuplée. Il y a beaucoup d'enfants même qui sont dans les rues. Si on va à Kayanza, des très jeunes enfants qui sont à la rue. Donc il faut vraiment s'occuper aussi de ces personnes-là et voir comment on peut un petit peu limiter cela, parce que sinon forcément la nature va toujours payer le prix aussi. Il y a une question peut-être comparativement à d'autres pays de la région est-africaine, c'est le Burundi qui reste en arrière en matière peut-être des ressources en provenance du tourisme. Alors ma question est celle-ci: comment peut-être le Burundi devrait alors matérialiser cette richesse culturelle que regorge la Kibira, peut-être pour en tirer davantage les profits, les ressources financières. Je pense qu'on peut vraiment justement tirer les leçons et voir l'expérience de d'autres pays. On a cette chance-là aussi, c'est que il faut pas hésiter. Parfois, on reste un peu trop replié sur soi-même, alors qu'il y a d'autres pays dans la région, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Kenya, qui développent des choses au niveau touristique dont on peut s'inspirer et qui rencontrent parfois les mêmes problèmes que nous, on va rencontrer. Donc, plutôt que d'être bloqué ou de chercher nous-mêmes les solutions, on peut parfois se dire, mais là-bas, comment ils ont fait pour régler ce problème-là? Comment ils ont fait pour gérer ça? Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette ouverture-là, de ne pas hésiter à aller voir, pour les gens qui travaillent dans ce secteur, à aller voir comment sont gérées les choses ailleurs. En tout cas, je pense qu'une piste qui serait vraiment intéressante pour le développement du tourisme de la Kibira, c'est de travailler sur deux aspects. L'aspect local, parce qu'il faut que les Burundais eux-mêmes s'approprient cela, mais aussi le développement d'un tourisme qui est vraiment luxueux, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent en fait. On s'en rend pas toujours compte quand on n'est pas dans le cas personnellement, mais il y a des gens qui peuvent dépenser des milliers de dollars pour passer leurs vacances dans des endroits qui sont exceptionnels, qui sont calmes, qui sont uniques, et donc on peut vraiment tirer profit de ça en créant un tourisme spécifiquement pour ces gens-là. L'avantage, c'est que ce tourisme-là peut ramener beaucoup d'argent et limiter la présence, parce que je pense qu'un tourisme de masse où il y a des milliers de personnes qui viennent, ça va abîmer la forêt, ça va déranger les animaux, ça va pas être dans la vision dans laquelle on veut, parce que la première chose c'est quand même de protéger. Donc il vaut mieux limiter le tourisme, mais avec des gens qui ont beaucoup de moyens et donc qui permettent de faire rentrer de l'argent, et ça peut créer vraiment un circuit comme ça où d'un côté le tourisme de luxe permet d'apporter des financements qui vont permettre le développement d'un tourisme plus local. Est-ce qu'au niveau peut-être des infrastructures ou bien d'autres domaines qui doivent accompagner la réussite de ce projet touristique, est-ce qu'on est déjà prêt, ou bien il y a encore des choses à faire peut-être pour développer les autres sites, mais aussi je dirais l'économie locale de ces localités? Non, on
est vraiment au tout début de tout cela parce que, comme on l'a dit, pendant les années de crise, tout a été laissé. Voilà, il y avait d'autres priorités, il y avait d'autres réalités. Et de toute façon, les touristes ne vont pas venir dans un endroit qui a une réputation d'insécurité. Voilà, donc il y a vraiment des choses qui, étape par étape, doivent se mettre en place. Maintenant, on sait qu'il y a des secteurs qui sont totalement sécurisés et donc il faut recréer toutes les infrastructures. Comme je dis souvent, malheureusement, ça peut aller très vite pour tout détruire, mais ça prend beaucoup de temps pour reconstruire après. Donc là, on est dans cette phase de reconstruction. Il faut déjà obtenir les moyens, intéresser les investisseurs, faire les constructions, que tout ça soit vraiment bien développé. Il faut que les gens qui viennent soient contents, soient satisfaits de leur expérience pour avoir une bonne réputation. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train de se faire petit à petit. Mais quand je vois la motivation et l'intérêt, même des bailleurs, comme les Nations Unies, comme l'Union Européenne, il y a beaucoup de gens qui voient qu'il y a des choses à faire et à développer, et il y a de l'argent qui arrive et qui va permettre ce développement. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est très enthousiasmant, mais il y a presque tout qui est à faire. Voilà. Donc c'est le défi, et en même temps, c'est ce qui est beau, parce que tout un chantier qui est à préparer. Mais en tout cas, ce qu'on veut vraiment, ce qui est vraiment très important dans la vision, c'est que on ne va pas venir développer un tourisme pour les étrangers ou pour les gens uniquement qui ont beaucoup d'argent, et puis que des Burundais n'aient pas accès à ça. Ça serait vraiment extrêmement regrettable. Donc il faut qu'on développe les deux en parallèle, des prix qui sont abordables, qui sont accessibles, même des choses qui pourraient être gratuites, comme pour les écoles, les enfants, et puis d'un autre côté, un tourisme qui est plus rémunérateur. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si vous avez une question, parce qu'il nous reste que 3 minutes, je pense, pour terminer notre émission. Est-ce qu'on va poser une question? Voilà, c'est ça. On va poser une question relativement à la thématique d'aujourd'hui pour nos auditeurs. Oui. Ma question est: peut-on relier l'aspect culturel et l'aspect environnemental de la Kiwira? Peut-on relier l'aspect culturel et l'aspect environnemental? Ou nous allons juste dire la Kiwira, c'est juste une forêt. Il n'y a pas d'aspect culturel. Ils vont expliquer, ou bien ça sera une question ouverte, oui ou non? C'est une question ouverte. Voilà. Oui. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Il faudrait peut-être tenter les chances. Peut-être qu'ils vont envoyer leur message. Bien, sur Facebook, ils peuvent écrire. Ils peuvent, comme le font souvent. Oui. C'est sur le 62 24 24 24, donc 72 23 23 23. Peut-être pour terminer, un petit espoir que vous avez relativement à tous les travaux qui sont programmés, ces travaux aussi qui ont été faits, peut-être pour l'avenir de cette forêt. Je veux parler de mon expérience personnelle, parce que moi, même si j'étais déjà venue plusieurs fois au Burundi voir ma famille, je connaissais rien de la Kibira, parce que c'est pas forcément la région de laquelle sont ici les membres de ma famille, et j'ai découvert vraiment petit à petit, au fur et à mesure des mois, une richesse, un patrimoine, des endroits qui sont paradisiaques aussi. C'est très très beau, il faut le dire. Je suis arrivée dans certains endroits, les sources Nyabirondo, où je me disais, waouh, il y a cet endroit qui existe, mais qui le connaît en fait? Qui est déjà venu ici? Et j'ai été vraiment émerveillée. Et puis après, quand on parle avec les gens, qu'ils expliquent toute l'histoire, pourquoi les gens venaient ici, continuent même à venir, comment ils pratiquent quand ils viennent demander quelque chose, parce que c'est beaucoup d'endroits où on peut aller demander des bénédictions, et comment ça se passe. Et même, je trouve qu'on ressent quand on est sur place qu'il y a une énergie qui est spéciale, et que ce n'est pas pour rien qu'après des millénaires, des siècles, ces endroits ont été considérés comme sacrés et comme des endroits spéciaux, parce qu'en fait, même quand on se rend sur place, on se rend compte qu'il y a vraiment une énergie, un calme, des choses qu'on ressent à l'intérieur de soi qui sont très puissantes. Donc vraiment, je suis impatiente que beaucoup de gens, et que tous les gens qui s'intéressent à ça, puissent venir aussi profiter de cette beauté et de ces richesses qu'il y a au Burundi. Merci, c'est par cet espoir que vous venez de dégager que nous allons mettre un point final à notre émission. C'était l'émission
Twitter Hibido Kikije, nous avions la thématique relative à l'aspect culturel de la forêt de Kibira. Nous avons eu plus d'informations, mais aussi plus de projets, les réalisations, mais aussi des perspectives d'avenir. Nous étions avec Joya, voilà, donc à Tiopa. C'était un honneur toujours de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Voilà, peut-être on va rester ensemble pour d'autres informations que vous allez nous donner. J'étais aussi avec Christiane Ilani Mouone. Voilà, King Leandre était à la mise en onde. Liesa Kimara nous a aidé en images. Nous vous donnons notre rendez-vous. Ça sera vendredi prochain. Passez un très bon week-end.